Bonsoir. Eh bien, je suis très content d'être ici dans cette communauté de passionnés et de chercheurs pour les astres et les étoiles. Et je voudrais remercier Bruno Monflier qui m'a invité et Roland Lehoucq qui a pris le premier contact. Donc, c'est pas ma faute, mais c'est la faute justement de Bruno et Roland si ce soir je suis obligé à assassiner la langue de Ronsard. Parce que bien sûr, j'aurais préféré parler en italien, mais étant donné que nous sommes ici dans cette communauté francophone, et je suis obligé à parler une langue que j'aime beaucoup et que je me vois, comment dire, obligé à assassiner ce soir. Bien, donc l'autre chose que je voudrais vous dire, que je suis là avec un faux passeport, dans le sens que je ne suis pas un astrophysicien, ni un scientifique, mais je suis un humble humaniste. Aujourd'hui, dans l'échelle, comme vous savez, étudier littérature, philosophie et art ne vaut rien, parce que c'est un problème. Eh bien, donc, ce que je peux faire ce soir, c'est de vous donner une idée de Giordano Bruno, et surtout, dans cette conversation, je voudrais insister sur deux points qui me sont très chers. Le premier, en tant qu'enseignant à l'université, je voudrais montrer, parmi vous, il y a des gens qui le savent déjà, mais je voudrais insister sur un point, que la vision insulaire des savoirs qui domine aujourd'hui malheureusement l'enseignement est une vision complètement fausse. C'est-à-dire que les disciplines ne peuvent pas être considérées comme des îles séparées. Quand on va à l'école, au lycée, ou quand on va à l'université, on apprend qu'il y a l'heure de littérature, l'heure de religion, l'heure d'histoire de l'art, l'heure de philosophie. Non. Quand on travaille, on sait qu'il faut avoir plusieurs compétences pour comprendre les choses. Essayer de classer Giordano Bruno seulement dans un manuel de philosophie ou un manuel de sciences ou un manuel de littérature ou d'histoire de l'art, c'est une erreur. Et le même discours vaut pour Léonard de Vinci ou d'autres grands auteurs qui ont la capacité d'embrasser plusieurs savoirs. Les disciplines ne sont pas îles séparées, mais au contraire, les disciplines ont des contacts entre elles et pour comprendre une chose, il faut parfois passer à travers d'autres choses. Eh bien, hier d'ailleurs, le conférencier à 18h, il l'a montré très bien avec l'histoire du topos du puits, qu'il y avait quand même littérature, images, art et philosophie dedans, et sciences, bien entendu. Le second point, sur lequel je tiens beaucoup, en tant, encore une fois, qu'enseignant, est qu'il faudrait faire comprendre, et je voudrais le faire ce soir, que les classiques, il ne faut pas les lire pour prendre un diplôme à l'université ou un diplôme au collège. Il faut lire les classiques parce que les classiques nous apprennent à vivre, à réfléchir sur le présent, à comprendre nous-mêmes et le monde dans lequel nous vivons. Et pour enseigner, il faut lire les textes. Moi, j'ai fait une violente polémique en Italie parce que de plus en plus, pour faire tôt et vite, on fait l'histoire de la littérature dans les cours à l'université. C'est une grandissime stupidité. Un bon professeur doit partir d'un texte. Un professeur littéraire, un professeur qui enseigne musique doit faire écouter la musique. Un historien de l'art doit montrer des tableaux. L'idée qu'on puisse faire étudier Rabelais en faisant le résumé de Gargantua et Pantagruel, et après en lisant des pages disons de telle critique ou l'autre qui parle de Rabelais,
c'est une chose qui ne peut jamais générer enthousiasme dans un élève. C'est la parole des classiques qui peut le faire. Et nous allons voir en lisant Giordano Bruno. Et l'autre question, encore plus importante, et là j'ai dédié, Bruno le rappelait tout à l'heure, 2 livres, L'utilité de l'inutile et Une année avec les classiques, j'ai dédié à ce sujet-là, c'est que, à mon avis, le but principal aujourd'hui d'un professeur dans un collège ou à l'université est de faire comprendre une chose claire aux étudiants. C'est-à-dire que on ne va pas à l'université et dans un lycée pour apprendre un métier et après gagner de l'argent. Ça, c'est une erreur terrible, terrible. Et alors, je pense que notre mission d'enseignant aujourd'hui, c'est une mission contre-courant parce qu'aujourd'hui, il y a un suicide programmé de l'éducation et de l'enseignement. Dans le monde entier, l'université est pliée, la recherche scientifique de plus en plus sont pliées vers le marché, c'est-à-dire vers l'idée à quoi sert, comment on peut obtenir de l'argent pour faire ça. Et moi, je trouve que c'est un suicide programmé parce qu'on va tuer véritablement la nature du savoir. Et j'essaie de faire comprendre à mes élèves qu'il faut aller à l'université et à l'école d'abord pour devenir meilleur. Donc, pour apprendre, pour essayer acquérir une culture qui nous permet d'être des hommes et des femmes libres, capables de raisonner avec notre autonomie. Bien. Alors, je passe directement au sujet de cette conversation de ce soir. Et je dirais que pour comprendre les relations entre les savoirs chez Giordano Bruno, il faudrait surtout partir des œuvres italiennes de Bruno. Parce que dans les œuvres italiennes, nous avons une première peinture de sa pensée. Et pour mieux comprendre les œuvres italiennes de Bruno, il faut partir des dates. C'est en 1582, à Paris, donc il faut savoir que Bruno est très lié à la France, parce que c'est à Paris qu'il publie sa première œuvre connue, c'est Le Chandelier. Il publie une comédie qui s'appelle Le Chandelier. Puis à Londres, entre 1584 et 1585, donc dans un an, il publie 6 dialogues philosophiques. En l'espace de quelques années, donc, entre 82 et 85, on voit se mettre en place un itinéraire philosophique extraordinaire, qui révèle de manière, je dirais, remarquable, le caractère encyclopédique des centres d'intérêt de Giordano Bruno. Entre Paris et Londres, Bruno publie en langue vulgaire, donc en italien, une comédie et 6 dialogues. Naturellement, le lien le plus important et le plus évident entre les 7 œuvres italiennes est la structure des genres littéraires, c'est-à-dire la comédie et le dialogue. 2 genres littéraires que, comme vous savez bien, à la Renaissance ont eu un grand succès. Il y avait beaucoup de comédies et beaucoup de dialogues. Eh bien, Bruno, la première chose qu'il fait, transgresse les prescriptions de l'aristotélisme du XVIe siècle. Aristote, au XVIe siècle, est le modèle pour codifier tous les genres littéraires. C'est la poétique d'Aristote. Et Bruno détruit les théories pour séparer le comique, donc la comédie, des dialogues philosophiques.
Et qu'est-ce qu'il fait, Bruno? Il transfère les éléments du dialogue philosophique dans le théâtre. Et il transfère les éléments dramatiques et comiques dans le dialogue. Le Chandelier, donc, la comédie, se présente comme une comédie philosophique, tandis que les dialogues mettent parfois en scène les éléments de la philosophie dans un mode comique. Dans les deux cas, le Nolin fait éclater des éléments constitutifs du genre littéraire. Or, sur la base de ces considérations-là, c'est une erreur, une grandissime erreur, séparer la comédie des dialogues philosophiques. Une erreur que malheureusement a été faite par Gentile en Italie, quand il a fait la première édition critique italienne de Giordano Bruno. Il a publié les 6 dialogues philosophiques et il a publié à part Le Chandelier, parce que c'était une comédie. La même erreur a été reproduite dans l'an 2000, qui était le grand anniversaire de Giordano Bruno, où le Meridiano Mondadori a séparé encore une fois Le Chandelier des 6 dialogues philosophiques parce qu'on pensait qu'une comédie est une œuvre littéraire, comique, qui n'a rien à voir avec la philosophie. Eh bien, Le Chandelier, en effet, se présente comme une véritable ouverture, comme dans la musique, où on retrouve toute une série de thèmes qu'après Bruno reprend et développe dans les 6 dialogues philosophiques. Donc, quel est le fil rouge qui relie, dans cette vision philosophique de Bruno, la comédie au dialogue philosophique? C'est exactement le comique, la façon de mélanger les genres. Je voudrais vous lire une première citation. « Je désire savoir s'ils ont tort ou raison, ceux qui prétendent que tu pousses le cri d'un chien enragé et furieux et que de plus, tu fais tantôt le singe, tantôt le loup, tantôt la pie, tantôt le perroquet, tantôt un animal, tantôt un autre, en mêlant des propos graves et des propos sérieux, des propos moraux et des propos naturels, des propos ignobles et des propos nobles, des propos philosophiques et des propos comiques. » Ça, c'est un passage très beau du De la Cause. Eh bien, ce passage nous fait comprendre qu'effectivement, Bruno mélange le sérieux et le comique. Donc, Bruno a créé une étrange chimère faite de philosophie et comédie, de sérieux et de comique, de rire et de larmes. Grâce à la force corrosive du comique, Bruno nous fait comprendre qu'il serait vain de tracer des lignes de démarcation fermes et nettes entre le domaine de la littérature et le domaine de la philosophie, le domaine de la science. Bruno opère, comme vous savez bien, une série de révolutions. Et la révolution plus importante qui après va se répercuter sur les autres révolutions est la révolution cosmologique. Bruno est le premier, on le disait hier à table, à soutenir en tant que philosophe la grande découverte de Copernic. Bruno comprend que la date de 1583, la publication du De Revolutionibus de Copernic, est une date très importante dans l'histoire de l'humanité. Parce que le fait que Copernic a pu démontrer que la Terre n'est pas au centre de l'univers, déclenche une série de conséquences très importantes. Et Bruno se déclare être plus copernicien de Copernic. Pourquoi? Parce que Copernic, au fond,
avait, bien sûr, enlevé la Terre du centre et il avait mis le Soleil. Donc, on passe du système géocentrique au système héliocentrique, mais au fond, le système de Copernic est un système fermé comme l'était le système de Ptolémée. C'est-à-dire, c'est un univers fini. Alors, Bruno, qui est le premier philosophe qui comprend l'importance de la découverte de la pensée de Copernic, parce que, comme vous savez, entre 1543 et 1584, la publication du Souper des cendres de Giordano Bruno, le débat sur Copernic était enfermé dans un monde de mathématiciens. Bruno est le premier philosophe qui fait éclater cette grande découverte et qui commence à montrer les conséquences importantes sur le plan de la philosophie et d'autres disciplines et d'autres savoirs. Quelle est la position importante de Bruno? Bruno opère une révolution, comme j'ai dit, on va le voir tout à l'heure, qui se répercute sur les autres savoirs, donc la littérature, la connaissance en général. Bruno fait un raisonnement très intéressant, c'est-à-dire il dit, une fois que la Terre n'est plus au centre, et donc la Terre n'occupe pas la place que pendant des siècles, elle a toujours occupé dans l'histoire des sciences, pourquoi ne pas imaginer que le système solaire est un des milliers de systèmes qu'on peut avoir dans un univers infini? Et là, Bruno se pose un problème. Dans l'univers infini, où est-il le centre? Parce que quand je dis où est-il le centre dans le système héliocentrique, je le sais, est le Soleil. Quand je pose la question, où est-il le centre dans le système géocentrique, est la Terre. Mais dans l'univers infini, où est-il le centre? Et là, Bruno dit, le centre est nulle part. Et pour le fait que le centre est nulle part, le centre est partout. Ça signifie quoi? Ça signifie que change complètement la vision de la position de l'homme, de la position de chaque chose dans l'univers. Bruno dit, dans l'univers infini, le centre de l'univers infini est l'individu qui regarde l'infini. Parce que c'est il le centre. Et cette vision de Bruno crée une révolution incroyable dans tous les domaines et dans tous les savoirs, comme il démontrera. Pourquoi? Parce que dans l'univers et dans la vision de Bruno, la plus petite fourmi et l'astre le plus grand ont la même dignité, le même poids, parce que, à raison, la fourmi est le centre de l'univers, comme peut l'être le grand astre. Alors, vous savez, Bruno s'excite devant cette découverte. La même découverte et la même pensée de l'infini, par exemple, avait créé des problèmes à Pascal. Pascal avait peur. Que peut être l'homme dans l'infini, une chose tellement fragile? Non, pour Bruno, ça exalte. Pourquoi? C'est une exaltation, parce que c'est l'individu qui est au centre. Et ça va détruire toutes les hiérarchies qui avaient été créées dans l'univers. Pour Bruno, la petite fourmi, la plante, toute chose vivante dans l'univers a la même dignité. Eh bien, je voudrais vous lire ce petit passage, mais il y en aura d'autres, où Bruno montre sa passion pour la découverte de l'infini. Voici alors apparaître l'homme qui a franchi les airs, traversé le ciel, parcouru les étoiles, outrepassé les limites du monde, dissipé les murailles imaginaires des premières, 8e, 9e, 10e et autres sphères qui auraient pu leur être ajoutées selon des vains mathématiciens et suite à l'aveuglement des philosophes vulgaires. En pleine conformité avec le sens et la raison, c'est lui qui, avec les clés de la compétence, a ouvert par ses recherches ceux des cloîtres de la vérité auxquels nous pouvons avoir accès. Il a mis à nu la nature.
que de voiles enveloppées. Il a donné des yeux au top et rendu les lumières aux aveugles, incapables de regarder en face pour y contempler leur propre image, la multitude des miroirs qui les environnaient de toutes parts. Il a dénoué la langue des muets, qui ne savaient ni oser démêler la chevaux de leurs pensées. Il a rebouté les boités, incapables de parcourir en esprit le chemin inaccessible au corps vil et périssable. Et comme ça, il y a au moins 2 pages où il décrit cette passion, cette vision de son univers infini. Eh bien, le point de départ, donc je disais, de la philosophie brunienne est la création d'une nouvelle cosmologie, capable de détruire les chaînes du géocentrisme. Donc, libérer la Terre de sa fausse immobilité signifie révolutionner la conception de l'univers. Il n'y a plus chez Bruno, comme il l'avait pour Aristote, la séparation entre un monde sublunaire et imparfait et un monde céleste parfait. Non, pour Bruno, tout est mélangé. Pour Bruno, nous avons un cosme unique, homogène, infini, peuplé de mondes innombrables. Dans cet univers pensé par Bruno, il n'y a pas seulement donc un mélange des genres, le sérieux et le comique, mais il y a aussi une commission nécessaire des savoirs. Je cite, « Si d'autre part, devant la multiplicité, la diversité des propositions conçues ensemble, des propositions cousues ensemble dans ce livre, vous avez l'impression qu'il s'agit là moins de science que d'une mixture de dialogue, de comédie, de tragédie, de poésie, d'éloquence, qui tantôt loue, tantôt blâme, tantôt démontre et enseigne, qui touche tantôt à la physique et tantôt à la mathématique, tantôt à la morale et tantôt à la logique, bref, qui arrache un lambeau à toutes les sortes de sciences. Ça, c'est le point de vue de Bruno. Arracher un lambeau dans son dialogue de toutes sortes de sciences. Le comique de la pensée de Bruno se présente surtout comme une méthode de connaissance. Ça, c'est un fait très important, une herméneutique des textes et des choses. Et pour comprendre cette herméneutique des textes et des choses, Bruno nous fait cadeau d'une image très belle, l'image du silène. Il dit, mes dialogues rassemblent à un silène. Alors, l'histoire du silène est une histoire qui plonge ses racines dans le banquet de Platon. Vous savez que dans le banquet de Platon, qui est un texte magnifique, extraordinaire, il y a Alcibiade qui doit donner une définition de Socrate. Comment figer Socrate dans une image? Très difficile. Mais enfin, Alcibiade dit « Socrate rassemble au silène ». Le silène, c'était des petites statues dans le monde grec où, à l'extérieur de la statue, il y avait une image comique, c'est-à-dire un satyre. Et, attention, ouvrant la statue, l'image, à l'intérieur, il y avait caché la divinité. Alors, c'est très intéressant de voir comment une image comique cache à son intérieur la divinité, un trésor. Si vous regardez les portraits et les descriptions de Socrate, Socrate, à l'extérieur, avait une image tout à fait décevante. C'est-à-dire, il était gras, bas, il y a des descriptions de lui, il y a toute une iconographie de Socrate. Donc, à le voir, en regardant l'extériorité, Socrate ne valait rien. Mais si tu ouvres
le silène Socrate, à l'intérieur, tu trouves le trésor de la connaissance. Et donc, le passage de l'image grotesque du silène au passage à l'image de la divinité a eu une fortune énorme à la Renaissance. Erasme de Rotterdam dédie un adage, le silène d'Alcibiade, et il l'emploie dans un sens chrétien. Le Christ descend humble sur terre, tu ouvres le Christ humble et tu trouves la divinité dedans. Tu as le cardinal, parce que ça marche aussi à l'envers. Tu as le cardinal avec les bijoux, avec le luxe. Tu ouvres le cardinal et tu trouves l'ignorant dedans. Donc, ça marche aussi à l'envers. Eh bien, pour Bruno nous dit, attention, il faut toujours se méfier de l'écorce. Il faut toujours se méfier des apparences. Un autre personnage qui a employé cette métaphore était Rabelais pour décrire Gargantua et Pantagruel. Il parle des fameuses boîtes chez les apothicaires où à l'extérieur il y a l'image comique et après tu ouvres la boîte et à l'intérieur de la boîte tu trouves la drogue précieuse. Donc c'est-à-dire que si tu veux comprendre mes textes, dit Rabelais, il ne faut pas penser que derrière le comique, il n'y a rien. Non, derrière le comique, il y a une destruction des lieux communs d'une société du temps. Donc, comme vous voyez, l'idée du silène est une idée qu'à partir du banquet de Platon, fait tout un tour en passant pour toute une série d'auteurs. Bien. Et alors, pour Bruno, je voudrais vous lire au moins le passage où il parle de ça. Nous laisserons donc la multitude se gausser, se moquer, se rire et se divertir du masque de Silène, des mimes, des comédiens et des acteurs, sous lequel est caché, mis à l'abri, bien protégé, le trésor de la bonté et de la vérité. Et donc il fait une comparaison avec ces dialogues. Et alors, Bruno recourt au comique, et ça c'est la question très importante, dans les moments plus importants de sa pensée philosophique. Quand il y a quelque chose à démontrer, Bruno emploie toujours une image comique. Eh bien, je voudrais vous donner deux exemples tirés du Chandelier de Bruno, la comédie, pour voir que dans la comédie, il y a une vision philosophique du monde. Première image. Bruno parle à un moment donné du sujet de l'occasion de la fortune. Vous savez, après le prince de Machiavel qui dédie à la fortune des pages merveilleuses, ce thème est très répandu dans la culture européenne et sur ce sujet, Bruno raconte une histoire comique. Qu'est-ce qu'il y a? Et la fameuse fable très originale, parce qu'on n'a pas pu retrouver une source. Avant Giordano Bruno, il n'y a pas une source jusqu'ici. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va la retrouver. Donc, c'est l'histoire de l'âne et du lion. Et l'âne et le lion partent de Naples pour aller voir le pape à Rome. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent passer un fleuve. Il dit, pourquoi ils se mouillaient tous les deux? Faisons un pacte. En allant, là, c'est le lion, c'est l'âne qui prend le lion sur lui, et au retour, ça sera le lion que prendra l'âne pour lui faire passer le fleuve. Eh bien, première traversée. Le lion, craignant de tomber à l'eau, parce que le fleuve quand même fait bouger, enfonce ses griffes dans le dos du pauvre âne. Mais le pauvre âne, avec patience, fait le passage sans dire rien. 8 jours plus tard, c'est à l'âne monté sur la croupe de son compagnon. Je vais vous lire le passage. L'âne étant dessus, pour ne pas tomber à l'eau, saisit entre ses dents la nuque du lion
Comme cela ne suffisait pas à le maintenir en place, il lui fourra son instrument, ou comme on dit, ça, tu m'as compris, dans ce que j'appellerais honnêtement le vide sous sa queue, là où il manque de la peau. Si bien que le lion éprouva plus d'angoisse qu'une femme dans les douleurs de l'enfantement, et se mit à hurler « Allah, oh là, oh là, aïe, aïe, ouille, ah, traître !» À quoi l'âne répondit, la mine sévère et le ton grave. « Patience, mon frère, tu vois bien que je n'ai pas d'autres griffes pour me cramponner. » Aussi le lion dut-il prendre son mal en patience jusqu'au terme de la traversée. Et là, Bruno fait un commentaire en disant « Voilà ce que signifie saisir l'occasion. » Et donc, c'est Machiavel d'ailleurs qui démontre tout ça. Et c'est vraiment très intéressant. Mais le comique, comme j'ai essayé de démontrer, domine aussi sur la scène des dialogues philosophiques. Donc, on l'a vu dans la comédie, c'est normal. Le comique est le lieu qu'on peut retrouver dans la comédie. Mais retrouver le comique dans les dialogues philosophiques, ça pose des problèmes. Et ça l'a posé à plusieurs critiques qui ont essayé de comprendre l'œuvre de Giordano Bruno. Il y a un passage de l'expulsion de la bête triomphante, très utile pour comprendre la révolution cosmologique de Bruno dont je vous ai parlé tout à l'heure. La conception brunienne de l'univers infini, comme j'ai dit tout à l'heure, nous montre que dans l'univers infini, le centre de l'univers est l'individu qui observe l'univers. Et alors, qu'est-ce qu'il arrive? Que dans le dialogue de l'expulsion de la bête triomphante, Jupiter envoie Mercure sur Terre. Parce que Mercure doit accomplir une série d'opérations très utiles selon la vision de Jupiter. Et alors, quelles sont les opérations que Mercure doit accomplir? Écoutons. Jupiter. Ah, la chose intéressante, c'est un détail, mais très important. Jupiter envoie Mercure dans la petite ville de Nola, où est né Giordano Bruno, à côté de Naples. Donc, les personnages qu'il évoque dans ce passage sont des petits personnages du village, des gens humbles, c'est-à-dire des gens qui, sans nom, que personne ne connaît, mais qui sont au centre de la pensée de Jupiter. Hein. Ça, c'est important. Jupiter a ordonné qu'il arrive aujourd'hui à Vasta, la femme d'Albenzio, en voulant se crespeler les cheveux sur les tempes, de s'en brûler 57 pour avoir trop chauffé son fer, mais sans se mettre la tête en feu et cette fois sans blasphémer lorsqu'elle sentira l'odeur, qu'elle supportera avec patience. La jupe que maître Danèse découpe sur son banc sera déchirée. 12 punaises quitteront les bois du lit de Costantino pour aller vers le chevet. Il y aura 7 grandes, 4 plus petites, une de taille moyenne. Quant à savoir ce qui doit leur arriver ce soir, à la lumière de la chandelle, nous aviserons. Au quart de la même heure, par l'effet du mouvement de sa langue, qui ira pour la 4e fois glisser sur son palais, la vieille femme de Fiorulo perdra la 3e molaire fixée dans sa mâchoire inférieure à droite. Ambrogio aura expulsé et expédié son affaire avec sa femme après le 112e coup de rein. Et il ne l'engrossera pas pour cette fois, mais la fois suivante, par la sémence en quoi est en train de se changer le poireau cuit qu'il mange présentement avec la vinaigrette et le pain de mil.
Alors, ça veut dire quoi, ça? C'est une histoire comique et drôle pour faire voir que dans la vision de Jupiter, les préoccupations de Jupiter, il y a l'histoire des punaises du lit de Costantino, qui est un misérable de Nola. Pourquoi? Parce que les punaises du lit de Costantino sont au centre de l'univers et ont la même dignité des grandes affaires de l'univers. Alors, encore une fois, Bruno nous fait comprendre à travers une scène comique certaines choses centrales dans sa philosophie. Or, le même, dans les dialogues philosophiques, Bruno emploie encore une fois des images comiques pour décrire des choses essentielles. Par exemple, quand il s'agit de donner une définition du dialogue, vous savez qu'il y a, à la Renaissance, il y avait des traités sur le dialogue, surtout en Italie. Eh bien, Bruno, qu'est-ce qu'il fait? Il décide, pour donner une description du dialogue, d'employer une image littéraire pour faire comprendre la nature du dialogue. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rapproche dans cette image, en employant un topos qui est déjà, qui remonte à l'âge classique, le dialogue et le repas, le banquet. C'est-à-dire, il dit, mes dialogues rassemblent à un banquet. Mais la question c'est, quel type de banquet? Parce que dans les banquets, il y en a différents. Par exemple, chez Bruno, à la ferme des Étoiles, il y a des banquets. Mais dans d'autres situations, on peut avoir d'autres. Alors, essayons de comprendre quel est le banquet de Bruno, qui offre à ses lecteurs. Dans un cas, comme à l'ordinaire et comme il se doit, on trouve habituellement des salades et des plats, des fruits et des ordinaires, de la cuisine et des épices, de la nourriture pour les bien portants et pour les malades, des aliments froids et chauds, crus et cuits, d'origine aquatique et d'origine terrestre, domestiques et sauvages, rôtis et bouillis, mûrs et verts, des plats de résistance ou des plats pour gourmets, substantiels ou légers, salés ou insipides, nature ou sucrée, aigre ou doux. De même, dans l'autre cas, c'est-à-dire le banquet dialogal, du dialogue, par une espèce d'enchaînement, sont apparues ces contradictions et ces diversités appropriées aux estomacs et aux goûts contraires et divers de ce qui, il peut plaire d'assister à notre symbolique banquet. Il ne doit y avoir personne qui puisse se plaindre de s'y être rendu en vain. Et celui qui n'aime pas telle chose doit pouvoir prendre telle autre. Donc, la caractéristique du banquet de Bruno est la varietas, la variété. Une variété pour offrir aux variés lecteurs, différents lecteurs qu'il avait, des choses où chacun pouvait trouver son plaisir. Mais, comme dans les repas, aussi dans les dialogues, il y a des accidents qui peuvent arriver. Et alors là, il y a encore une autre citation très très belle. Tu verras qu'en cela non plus notre souper ne diffère pas des nôtres, quel qu'il puisse être. De même donc, que dans un cas, c'est-à-dire le banquet matériel, de telle sorte, dans un cas au beau milieu du repas, ou bien tu te brûles avec une bouchée trop chaude, de telle sorte qu'il faut la recracher ou la promener sur le palais en plairant et larmoyant, jusqu'à ce qu'il soit possible de lui donner cette maudite poussée pour la faire descendre dans l'œsophage, ou bien tu as une dent qui s'engourdit, ou bien tu te mords la langue en même temps que ton pain, ou bien c'est un petit caillou qui se brise, se colle entre tes dents pour te faire rejeter toute la bouchée, ou bien c'est un poil ou un chevet d'un cuisinier qui se colle à ton palais pour te faire presque vomir, ou bien c'est une arête de poisson qui te reste dans le gosier
pour te faire délicieusement tousser, ou bien c'est un petit os qui se met en travers de ta gorge, risquant de te faire suffoquer. De même, notre souper a-t-il comporté, pour notre déplaisir à tous, des faits équivalents et analogues? De quoi parle-t-il, Bruno? Imaginez-vous un dialogue sur le système héliocentrique, lu à Oxford par les pédants avec lesquels Bruno était en train de discuter. C'était comme manger un poil d'un cuisinier et donc vomir, parce que la réaction qu'ils avaient aux propos de Giordano Bruno était les mêmes. Donc vous voyez, dans chaque situation où Bruno doit expliquer une chose importante de sa pensée, nous retrouvons toujours le comique. Donc, le dialogue veut rassembler à une grande table dressée sur laquelle la variété des aliments renvoie à la variété des contenus et des styles que Bruno emploie. Donc, imaginez-vous, comme j'ai dit tout à l'heure, la réaction des pédants. Mais la vision ouverte de l'univers et de la littérature et de la connaissance a fini pour mettre en discussion une série de dogmes, de fausses vérités qui circulaient à cette époque-là. Encore, je voudrais donner quelques petits exemples pour aller vers la fin. Les critiques de Bruno à la soi-disant découverte du Nouveau Monde sont vraiment révolutionnaires. Il a fallu des siècles pour comprendre ce que les conquistadores avaient fait aux populations innocentes d'Amérique. Leur voyage, Bruno le dit clairement, n'a pas été inspiré par une soif de connaissance et de découverte, mais a constitué un véritable acte de piraterie aux dépenses de populations sans défense et populations pacifiques. Il s'agit d'une conquête déguisée en découverte. Les populations agressées avaient leur langue, leur culture, leur religion. Mais la cynique soif du profit a transformé, et là Bruno encore une fois le dit clairement, des marins prétendument animés par le désir de connaissance en des villes pirates, avides d'or et d'argent. Bruno mêle sa voix à celle des rares auteurs. Dans la Renaissance, il y en a 5-6 qui ont fait une critique féroce à la soi-disant découverte de l'Amérique. Et bien sûr, parmi ces auteurs, il y a certainement Las Casas, avec son traité très brève relation de la destruction des Indes, publié en 1552. Ce n'est pas un hasard que la traduction française du texte de Las Casas est publiée chez le même imprimeur qui publie Le Chandelier de Bruno. Ça, c'est à Paris. Ça, c'est très important de voir cette liaison entre les textes à travers l'histoire de l'imprimerie. Alors, ce conflit entre réalité et apparence peut être très utile aussi aujourd'hui pour mieux comprendre le sens caché, par exemple, de certains conflits qu'on a au Moyen-Orient. Quelqu'un nous a voulu faire croire, ça fait quelques années, qu'il fallait décharger des tonnes de bombes sur l'Irak pour tuer femmes, enfants, vieux, malades, au nom de la civilisation, au nom de la liberté et de la démocratie. Il a fallu un petit peu de temps pour comprendre que derrière l'hypocrite formule « guerre de paix », il y avait des pirates de la même façon attirés par le profit et le pétrole. La philosophie de Bruno est surtout une invitation à la tolérance. Tolérer, c'est un mot ambigu, comme en français, comme en italien. Tolérer peut signifier aussi admettre sa présence à contre-cœur, supporter l'autre. Mais pour Bruno, tolérer signifie d'abord
avoir conscience de ses propres limites, avoir la certitude que notre vérité n'est pas une vérité absolue. L'Europe du XVIe siècle, l'Europe de Bruno, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, étant ensanglantée par les guerres de religion. L'homme tuait son frère au nom d'une vérité divine. On a parlé hier de ça avec Hubert Rive pendant notre dîner. Il y a des pages d'une grande beauté dans l'expulsion de la bête triomphante de Giordano Bruno sur ce sujet, et je dirais de grande actualité, qui peuvent nous permettre de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Bruno nous a dit avec une extraordinaire clarté qu'il n'y a pas de religions vraies et de religions fausses. Ça, c'est une perspective erronée. Mais il y a, pour Bruno, seulement des religions utiles, capables de relier les hommes entre eux, parce que vous savez que la racine de religio, religion vient du latin religio, Bruno l'a fait remonter comme d'autres au verbe religare. Religare signifie tenir unis. Ou bien il y a des religions nuisibles, capables de provoquer au contraire des guerres civiles et des destructions. Donc, capables de ne pas accomplir la fonction principale d'une religion. Eh bien, dans l'expulsion de la bête triomphante, Jupiter le dit clairement. Seulement les sots peuvent penser que nous avons créé la religion pour nous. Quelle importance peut avoir pour un Dieu, s'il est un Dieu, qu'il y a des hommes qui font des vœux, qui font des sacrifices? Rien de tout. Les dieux sont dieux. On n'a pas besoin des sacrifices, des vœux et des prières des hommes. Nous avons créé la religion, pas pour nous, les dieux, mais pour les hommes, pour les faire vivre entre eux dans la paix, dans l'amour, dans la solidarité humaine. Ce sont des pages d'une actualité, d'une beauté extraordinaire. Eh bien, si nous devons imaginer aujourd'hui, par exemple, un Jupiter qui regarde les choses qui se passent sur Terre, il pourrait nous faire voir que les passions divines de Jupiter ne se déchaînent pas pour ce que les hommes font en faveur ou à l'encontre des dieux. Non. La fureur des dieux se déchaîne uniquement pour ce qui est fait en faveur ou à l'encontre des républiques, des relations civiles, civiques, de la solidarité humaine. Faisons un exemple. Dans la perspective de Jupiter, le dieu ne s'adire pas contre un homme politique qui trompe sa femme, comme il arrive parfois dans le monde entier. Non, un président des États-Unis risque, pour avoir trompé sa femme, de perdre le poste. Non, Jupiter ne s'adire pas pour ça. Mais il s'adire contre les hommes politiques corrompus qui déploient les caisses de l'État. Alors là, Jupiter s'adire. Parce que c'est une chose qui se répercute sur la vie civique des gens. Jupiter ne s'adire pas contre les couples qui vivent hors du mariage, mais il s'adire contre les PDG qui favorisent la pollution et les morts accidentelles des ouvriers dans les usines. Il en arrive toujours en Italie, en France, dans tout le monde, de pire en pire. Les dieux ne s'adirent pas contre les gens qui blasphèment. Jupiter dit, si quelqu'un blasphème les dieux, moi, ce n'est pas intéressant pour moi. Mais les dieux s'adirent contre les hommes qui favorisent le racisme, la chasse aux juifs, et donc le danger de l'antisémitisme, la chasse aux gays, la chasse aux migrants, la chasse aux musulmans. Alors c'est là que les dieux interagissent, parce que ces choses-là troublent la paix sociale et deviennent des instruments pour créer des choses qui font mal à l'humanité. Eh bien,
contre le sectarisme et la présomption d'avoir une vérité absolue à imposer à tout prix avec la force, la philosophie de Bruno est un antidote à cette culture barbare de l'intolérance. Bruno nous enseigne que le véritable philosophe est toujours à la recherche de la vérité, conscient de l'impossibilité en tant qu'homme de l'embrasser une fois pour toutes. Le philosophe sait, le véritable philosophe sait que la quête philosophique se nourrit précisément de ce processus de négation et de l'insaisissabilité a priori de l'objet désiré. Et Bruno emploie encore une très belle image philosophique. Pour Bruno, le philosophe occupe une place au centre entre deux extrêmes. Les dieux qui ne cherchent pas la vérité parce qu'ils la possèdent. Les ignorants qui ne cherchent pas la vérité parce qu'ils croient la posséder. Au centre, il y a le véritable philosophe qui sait que toute sa vie sera une recherche de la vérité. Et là, il y a une très belle métaphore de la chasse. Au fond, et les scientifiques qui sont dans cette salle le savent bien, nous sommes des chasseurs, mais il faut toujours suivre une proie qui nous échappe. Et cette image est une image très belle que nous retrouvons dans les essais de Montaigne. Je voudrais vous dire la citation. « L'agitation et la chasse est proprement de notre gibier. Nous ne sommes pas excusables de la conduire mal et impertinemment. De faillir à la prise, c'est autre chose, car nous sommes nés à quêter la vérité. Il appartient de la posséder à une plus grande puissance. » Ça, c'est Montaigne, mais je voudrais vous lire aussi une autre pensée sur ce sujet. Là, l'image est la même de Lessing, un grand philosophe et littéraire allemand du XVIIIe siècle. La valeur de l'homme ne réside point dans la vérité qu'on possède ou prétend posséder, mais dans l'effort sincère qu'on fournit pour l'atteindre. Car les forces qui celles accroissent la perfectibilité humaine ne sont pas augmentées par la possession, mais par la recherche de la vérité. La possession rend tranquille, indolent, orgueilleux, sidieux, gardant dans sa main droite toute la vérité et ne tenant dans sa gauche que le désir toujours ardent de la vérité, me disait « Choisis, au risque de me tromper à jamais et pour l'éternité, je m'inclinerai humblement vers sa main gauche et dirai « Père, donne-moi cette main-là, la vérité absolue n'appartient qu'à toi. » Je pense que ça, c'est un point très important de la pensée philosophique de Bruno et de certains auteurs. Et l'autre point très important pour moi est de dire que, encore une fois, et ça explique pourquoi Bruno a été brûlé par l'Église, parce qu'il aurait pu se défendre. Il aurait pu, comme Galilée a fait, à un moment donné, simuler et donc avaler, reconnaissant l'erreur. Eh bien non. Dans la vision de Bruno, il y a cette relation très forte entre biographie et pensée. Bruno écrit ses œuvres, mais en même temps, ses œuvres sont en train d'écrire sa vie. Et dans cette liaison très forte, au fond, la dernière page que Bruno écrit, l'écrit exactement sur le bûcher. C'est son témoignage quand on lui demande de renoncer à sa vision de l'infini, à sa vision philosophique. Bruno ne peut pas accepter
un compromis avec l'Église. Il l'avait accepté pendant le procès sur d'autres choses, par exemple la trilogie, les choses théologiques, mais sur sa philosophie, il ne pouvait pas accepter ça. Et Bruno, ce qu'il nous enseigne aujourd'hui, c'est, ça c'est un problème dans notre société, qu'il y a cette rupture, cette schizophrénie entre ce que je pense et ce que je fais tous les jours, dans les actes plus modestes et quotidiens de ma vie. Pour Bruno, la véritable philosophie doit provoquer une métamorphose en nous, c'est-à-dire que notre comportement doit être lié et être cohérent avec la pensée. Et aujourd'hui, en venant l'autre jour en avion, il y avait un personnage qui était dans un comité contre la mafia, qui après ils ont découvert qu'il était un type qui avait des relations avec la mafia. Alors, si on trouve des choses comme ça, s'il y a cette coupure typique de notre temps entre notre pensée et notre action dans la société, et alors, dit Bruno, notre vie n'a pas de sens parce que nous, on peut être des morts vivants. C'est-à-dire, pardon, nous pouvons être des vivants morts. C'est-à-dire qu'une fois que notre vie n'est pas reliée à ça, nous avons cette coupure et donc notre vie ne se réalise véritablement pas. Eh bien, par contre, Bruno dit, si je dois vivre comme un vivant mort, je préfère être un mort vivant pour montrer avec mon exemple que l'Église, les dictateurs, les puissances et le pouvoir peuvent détruire les hommes, brûler les livres, mais jamais peuvent empêcher à la pensée de circuler et d'être libre. Mais j'ai touché quelques points, bien sûr, je dois terminer, de la pensée de Bruno. Mais je ne voudrais pas donner l'impression de vous avoir expliqué Giordano Bruno, parce que pour moi, ce sera un crime terrible ce soir que je vais commettre. Au contraire, pour faire ça et pour vous laisser au fond dans la confusion que doit faire de contrepoids à cette exposition que j'ai faite, je voudrais vous citer et conclure avec une pensée, encore une fois, de Bruno. Comme vous avez vu, j'ai cité plusieurs fois Bruno. Je n'aime pas les gens qui parlent des auteurs en faisant parler soi-même. C'est-à-dire l'auteur a un prétexte et le professeur est au centre. Non, l'auteur doit avoir sa position centrale et donc doit parler. Moi, je pense que le critique littéraire est comme disait Pushkin, un facteur. C'est-à-dire, nous avons le devoir d'amener les lettres. Mais il faut toujours savoir qu'un facteur existe parce qu'il y a des gens qui ont écrit les lettres. Le critique littéraire existe parce qu'il y a des gens qui ont écrit des classiques. Et donc, il faut respecter les classiques et savoir que notre rôle est un rôle différent. Important, bien sûr, parce que si je mets la lettre, si je la perds, une chose comme ça, c'est une responsabilité. Mais il faut savoir que la chose plus importante est toujours l'auteur, les textes de l'auteur, sa voix, et non la voix du critique. Donc, Bruno dit dans la Kabbale du cheval pégasin, « Voici donc que s'offre à vous Kabbale, théologie et philosophie. Je vais dire une Kabbale de philosophie théologique, une philosophie de théologie kabbalistique, une théologie de Kabbale philosophique, de sorte, du reste, que j'ignore si vous possédez les trois en totalité, en partie ou en rien. Mais ce dont je suis bien sûr, c'est que vous possédez le tout du rien en partie, une partie du tout en rien, rien de la partie en tout. Merci beaucoup.